Donc, monsieur Jean-Claude Trichet, on est dans la salle du Conseil des gouverneurs, au sein des seins de la Banque Centrale Européenne. Vous occupez votre place de président. Vous avez sorti vos billets d'avion que vous devez vous faire rembourser, j'imagine, sur la table. Et vous posez sur vos billets d'avion une petite cloche. La cloche du président qui permet de marquer le début du Conseil des gouverneurs, précisément. En effet, nous sommes dans cette salle du Conseil des gouverneurs avec une table ronde autour de laquelle tous les membres du Conseil des gouverneurs peuvent se retrouver. Nous sommes 23, 17 gouverneurs de Banque centrale nationale, parce qu'il y a 17 pays qui ont la monnaie unique euro, et puis 6 membres du directoire. Vous venez de tenir une conférence de presse, et à la fin de cet introductory statement, vous avez parlé de structural reforms, donc de réformes structurelles, avec plus de flexibilité sur les salaires, plutôt de faire des accords d'entreprise que des accords de branche ou des accords nationaux, pour répondre aux besoins immédiats des entreprises. Vous avez souhaité la privatisation de services actuellement fournis par le service public. C'est un vrai programme de gouvernement. Vous êtes candidat en 2012 ? Non, certainement pas. Non, c'est ce que le Conseil des gouverneurs, donc, pense important pour que l'on puisse avoir en Europe le plus de croissance et le plus de création d'emplois possible. Nous avons le souci de passer des messages sur la politique budgétaire et sur les politiques de réforme d'une manière générale. Et les éléments que vous avez évoqués sont dans l'esprit de mes collègues et de moi-même des éléments importants pour faire en sorte que l'Europe croisse plus vite. Et nous croyons qu'il y a des moyens pour croître plus vite et créer plus d'emplois. Alors, ce qui peut surprendre, c'est que dans cet introductory statement, vous donnez des conseils aux États sur les réformes structurelles. De la même manière que ce qui m'a interpellé pendant l'été, c'était un article paru dans le Figaro où on voyait Silvio Berlusconi complètement abattu parce qu'il venait, nous dit-on, de recevoir une lettre de Mario Draghi et de vous, lui enjoignant de réformer le code du travail, de faciliter les licenciements, de privatiser un certain nombre de secteurs et de faire tout ça en passant non pas par l'Assemblée, parce que c'était trop lent, mais en passant directement par décret. Ce qui surprend, c'est ces ordres qui sont donnés aux États, et dans le même temps, on livre des crédits à la finance sans condition, crédit illimité, dit-on, sans condition. Non, d'abord, nous ne donnons d'ordre à personne. Nous passons des messages qui sont simplement, encore une fois, entièrement orientés sur l'idée d'arriver à avoir plus de croissance et plus de création d'emplois. C'est ça, ce sont des messages, et des messages qui sont clairement inspirés. Alors, s'agissant de l'Italie, par exemple, nous n'avons rien ordonné à l'Italie. Nous avons un respect infini pour le fonctionnement démocratique, par définition. D'ailleurs, nous sommes nous-mêmes, en dernière analyse, responsables devant les gens eux-mêmes, devant le peuple. Donc, non, ce que nous avons simplement dit, c'est qu'effectivement, on avait un problème très sérieux de crédibilité, de qualité de la signature, qui était extrêmement handicapant. Et il nous a semblé nécessaire à mon collègue Mario Draghi et à moi-même de dire ce que nous croyons devoir dire en âme et conscience. Mais alors, sur comment ça se fait que pour les États, on invite les États à des réformes structurelles, à la flexibilité du marché du travail, à la privatisation du secteur public, et que pour les banques, c'est crédit illimité, sans condition, sans qu'on dise, ça ne doit pas partir dans des bulles spéculatives. On flèche, si on vous donne de l'argent, si vous pouvez avoir de l'argent à 1,5%, c'est que pour ça se retrouve dans l'économie réelle. Donc ce que nous disons aux banquiers, c'est la même chose. C'est d'abord, vous devez respecter strictement l'ensemble des règles qui ont été posées pour assurer une régulation correcte de l'ensemble du secteur financier. Ils protestent en nous disant « mais ces règles sont trop dures, trop difficiles ». Donc au contraire, nous avons des relations qui sont, avec les banques, plutôt des relations tendues. Mais dans votre introductory statement, là, il n'y a pas un mot adressé aux banques pour dire « attention au bonus ». Si, c'est que vous n'avez pas lu avec beaucoup d'attention. Donc je vais retrouver le passage sur les banques. Nous leur disons, là où il est nécessaire, il faut que vous donniez du crédit à l'ensemble de l'économie. Il faut que vous reteniez chez vous vos profits, que vous ne les distribuiez pas de manière à être prêt à aider l'économie. Jean-Claude Trichet, c'était votre avant-dernière conférence de presse, là.
vous cédez la place à Mario Draghi. Et on peut dire que ça clôture pour vous 25 ans de combat, 25 ans de combat contre l'inflation. Oui, je continuerai à avoir les mêmes idées après, naturellement. C'est en effet même une trentaine d'années mise au service, je crois, de la modernisation de nos économies, de notre économie, bien sûr, pendant toute la période où j'étais en France, de l'ensemble des économies européennes, avec encore une fois dans l'idée que, grâce à la stabilité des prix, on crée les conditions d'une croissance durable. Alors je disais 25 ans de combat contre l'inflation. Je lisais dans un article du Monde que vous étiez un véritable ministre de l'économie, comme s'il y avait eu un ministre de l'économie avait tourné, mais derrière Jean-Claude Trichet était resté, que vous étiez le père de la désinflation compétitive dans les années 80, et le professeur d'économie de Pierre Bérigouvois qui l'avait converti au franc fort. Vous voulez l'article du Monde, qui est aussi flatteur pour vous? Oui, il faudrait me le montrer, parce que oui, c'est évidemment trop flatteur. On lit aussi que vous étiez le négociateur du traité de Maastricht. On vous dit passer du Francfort avant Francfort. On parle aussi de vous comme d'un ayatollah de la stabilité monétaire. Vous vous battez contre l'inflation encore lors de la conférence de presse d'aujourd'hui. Et en février dernier, vous avez fait une sortie, pour ainsi dire. Vous avez déclaré encore dans votre lutte contre l'inflation, augmenter les salaires serait la dernière bêtise à faire. Dans le même temps, on notait que les dividendes du CAC 40 avaient augmenté de 13%. Le chiffre était livré à peu près à la même période. Ils atteignaient 40 milliards d'euros. Et là, vous n'avez pas profité du passage sur cette antenne pour vous élever contre l'inflation des dividendes, finalement. J'ai toujours dit qu'il fallait que les revenus, d'une manière générale, soient modérés, les augmentations de revenus soient modérées, qu'il s'agisse évidemment des revenus salariaux ou des autres. Le problème que nous avons d'une manière générale, c'est que si l'on veut, encore une fois, avoir une diminution du chômage, on est dans un monde ouvert où les consommateurs français et européens achètent ce qu'ils veulent. Et c'est un acquis que personne n'envisage de remettre en question, d'interdire aux consommateurs, et surtout pas aux consommateurs européens, d'avoir accès au meilleur rapport qualité-prix. Donc si l'on veut de la création d'emplois, il faut qu'on ait le meilleur rapport qualité-prix. Les Allemands ont une lutte contre le chômage qui a été extrêmement efficace, mais c'est parce qu'ils ont arbitré modération salariale contre formidable diminution du chômage. Donc c'est un élément qu'il faut avoir en tête en permanence. Naturellement, dans la justice, naturellement en faisant attention aux plus pauvres et aux plus démunis, dont j'ai dit à quel point nous étions nous-mêmes attentifs à leur message. Mais alors, autant vous insistez sur l'inflation, sur les salaires, par exemple, vous intervenez pas publiquement pour dire qu'il faudrait un relèvement de l'impôt sur les sociétés en Irlande ou même en France, puisque l'impôt sur les sociétés était de 50% dans les années 80, il est aujourd'hui un impôt sur les sociétés de 33,3%, et en vérité, pour les entreprises du CAC 40, il est de 9%. Et quand on propose des taxes sur les transactions financières, vous dites, là aussi, que vous êtes contre. Encore une fois, il faut toujours être mu par la recherche de son intérêt. Quel est l'intérêt des Français? C'est d'avoir une diminution importante du chômage. Et il faut en prendre les moyens. Si on a une taxation des activités productives en France qui est supérieure à celle des activités productives à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Les gens investissent à l'étranger et pas en France, et on n'a pas d'emploi en France. Donc il faut regarder tous les dossiers sous l'angle, disons, de l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur de la zone euro dans son ensemble, je ne parle pas de la France en particulier, l'intérêt supérieur de la zone euro, c'est évidemment qu'on arrive à sortir du chômage de masse, qui est notre problème lancinant depuis des dizaines d'années. Pour le reste, la justice sociale est essentielle. Mais ce n'est pas, à mon avis, en ayant une taxation des entreprises supérieure à celle que nous avons dans les autres pays, et certainement pas supérieure à ce qu'on a dans les pays émergents, que l'on va créer de l'emploi en France. Il y a la justice sociale d'un côté, qui est fondamentale, et puis l'objectif, qui est aussi un objectif de justice sociale fondamentale, c'est que tout le monde ait un job, tout le monde ait un emploi. Mais alors, est-ce que la solution, parce que là, quand on parle de réforme structurelle, ça semble être un peu le programme du FMI dans les années 80. Privatisation du secteur public, déréglementation du marché du travail. C'est un peu le programme du FMI dans les années 80.
Il n'a pas fonctionné en Amérique latine, il n'a pas fonctionné en Afrique, le programme du FMI dans les années 80. Pourquoi est-ce qu'il fonctionnerait aujourd'hui pour la Grèce, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour la France ? Ce n'est pas exact ce que vous dites. Dans la crise présente, quels sont les pays qui jusqu'à présent, il faut rester très très prudent toujours, mais enfin qui jusqu'à présent ont remarquablement résisté à la crise? Ce sont les pays émergents. Ce sont les pays d'Amérique latine qui étaient en effet dans les plus grandes difficultés dans les années 80. J'ai bien connu ça moi-même, j'étais aux premières lignes, et qui, grâce à leurs réformes structurelles, se sont retrouvés aujourd'hui dans une situation de beaucoup plus grande résistance. Nous avons eu un remarquable comportement de l'Afrique dans la période présente. Donc je ne dirais pas que les choses sont aussi simples que vous avez dites. Il y a des réformes qui peuvent s'avérer extrêmement dangereuses, et ça a été le cas de beaucoup des réformes financières, mais il y a des réformes qui sont extrêmement opportunes. Ce sont les réformes qui permettent, si vous voulez, de faire fonctionner mieux l'économie en général, en permettant aux forces productives de l'économie de se libérer. Et ça, c'est plutôt un succès, en effet, de tous les pays émergents, pratiquement sans exception. Alors, encore 5 minutes ? Mais enfin, je pensais que vous alliez m'interroger plutôt sur la Banque Centrale Européenne que sur des sujets entièrement politiques. Là, je dois dire, je ne suis pas sur mon terrain, là. Mais moi, je fais un truc sur toute votre carrière. Oui, mais moi, je ne suis pas un homme politique, en plus. Moi, quand même. Vous nous posez... les décisions, les réformes structurelles qui sont proposées. Oui. Justement, vous, quand même, de temps en temps, vous intervenez quand même dans le débat politique. Vous êtes intervenu sur le CPE pour dire que vous étiez favorable à plus de souplesse sur le marché du travail. Au moment de la réforme de la Sécu en 95, vous êtes intervenu également. Écoutez, c'est une grille entièrement politique, là. Je suis un peu surpris. Là, les réformes qui sont menées en ce moment partout en Europe, ce sont des réformes sur les salaires, sur les retraites, sur les privatisations. C'est-à-dire que si vous étiez resté conseiller de Valéry Giscard d'Estaing ou directeur de cabinet d'Édouard Balladur, on dirait que c'est un programme de droite, que c'est un programme néolibéral. Et du fait que vous êtes à la Banque Centrale Européenne, c'est toute la force de votre discours, toute votre réussite, c'est que finalement vous avez rendu ces réformes, vous leur avez donné la couleur de la nécessité. Non, je crois très franchement que ce n'est pas la bonne grille de lecture du tout. D'abord, la Banque Centrale Européenne, comme toutes les banques centrales nationales, elle est au service de toutes les sensibilités politiques, elle est au service de tous nos concitoyens et, comme je l'ai dit, avant tout des plus pauvres et des plus démunis d'entre eux. Maintenant, vous avez une grille d'interprétation qui ne me paraît pas non plus être bonne sur le plan des réformes structurelles. En Allemagne, c'est la gauche qui a mené à bien les réformes structurelles dans les années 2004-2005, qui ont été d'ailleurs extrêmement ambitieuses et qui ont permis de diminuer assez considérablement le chômage. C'est la gauche qui a mené ces réformes. Donc je crois qu'il ne faut pas faire un découpage qui serait simpliste à mon avis. Encore une fois, une banque centrale, de toute manière, est au service de toutes les sensibilités politiques par construction. Il ne peut pas en être autrement. Ma fierté, c'est que nous ayons fait ce que nos démocraties politiques nous ont demandé, dans toute leur sensibilité, c'est-à-dire de donner la stabilité des prix autant que possible dans une période très difficile. Nous avons donné la stabilité des prix à 332 millions de concitoyens. 332 millions de concitoyens. Nous croyons, non seulement légitime, mais indispensable, de dire ce que nous croyons devoir dire s'agissant des meilleurs moyens pour diminuer le chômage de masse. Bien entendu dans la justice, en respectant ce que nos démocraties politiques pensent. Ça n'a rien à voir avec la droite ou la gauche, ça. Mais encore une fois, nous sommes apolitiques. Alors, M. Trichet, une dernière question. C'est une donnée publique, votre salaire est de 367 863 €. C'est moins que des PDG, c'est moins que la plupart des footballeurs et des acteurs, mais c'est plus que le président de la commission, qui gagne moins que vous. J'ai vérifié, qui gagne aux alentours de 300 000 €. Et c'est 2 à 3 fois plus que le président de la Réserve fédérale américaine. Oui, 132 000 €. Je vois qu'il y a c'est 132 000 € pour le président de la Réserve fédérale américaine. Est-ce qu'il n'y a pas une question de morale quand on vient aujourd'hui prôner l'austérité, le gel des salaires, l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites?
de réduire soi-même son salaire et de ne pas avoir un salaire qui soit 20 à 30 fois le SMIC, le salaire minimum en France. Je ne fais pas les comparaisons que vous dites. Je vous laisse la responsabilité des chiffres pour ce qui concerne les autres. Je n'ai pas eu le temps de vérifier quoi que ce soit. Je suis très conscient du fait que j'ai un salaire élevé. C'est une évidence absolue. Si l'ensemble des institutions européennes considèrent qu'il est légitime de donner ce salaire, je le prends comme légitime. Je suis moi-même, j'ai toujours été partisan de payer des impôts et de payer les impôts que la démocratie politique souhaite que nous payions. J'ai toujours considéré que la justice sociale, encore une fois, était un élément fondamental qui passait aussi par la fiscalité. Je dois dire aussi que les banques centrales en général doivent aussi recruter des collaborateurs qui soient de très haut niveau, parce que nos responsabilités sont absolument écrasantes. C'est une responsabilité, vous pouvez l'imaginer, assez lourde que d'être responsable de la stabilité des prix pour 332 millions de concitoyens. Merci beaucoup. Bien.